Ton père était très connu, c'était Henri Play. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, son parcours, son histoire? Oui, alors mon père était le pionnier du karaté, c'est-à-dire c'est celui qui a vraiment développé le karaté en Europe. Donc ça date des années 50. Il a fait le Karaté Club de France en 1955, je crois. C'est lui qui est le promoteur, en quelque sorte, du karaté en Europe. D'ailleurs, avant de faire du karaté, il avait fait aussi du judo et de la boxe française. Oui, mon grand-père, donc son papa, avait été militaire et pratiquait de la boxe française. Il lui avait appris la boxe française quand il était jeune, après la Seconde Guerre mondiale. Il a intégré l'école de judo Kawaishi, qui était la grande école de judo parisienne. Et donc, il a fait partie des 100 premières ceintures noires. D'ailleurs, à ce moment-là, le Judo Club de France était dirigé non pas par Kawaishi lui-même, mais par son élève Jean Beaujean. Oui, c'est ça. Kawaishi, lui, en 45-46, les Japonais, ils n'étaient pas bienvenus en Europe et donc il était resté tranquillement au Japon, puis je suppose au Japon. Et il est revenu qu'après, je ne sais plus, en 47-48 ou quelque chose comme ça. Mon père avait un centre, un dojo rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Il avait aussi des magasins, il avait aussi une maison d'édition, enfin il avait différentes activités rue de la Montagne Sainte-Geneviève. On avait aussi notre appartement qui était au même endroit. Mon père était plein de très bonnes idées. Pour pouvoir vendre les livres en anglais, il s'est dit il faut leur proposer des traductions. Mais pour traduire un livre, il y a des questions de droit, il y a des questions de plein de choses. Donc lui avait trouvé une astuce, une bonne astuce, c'est-à-dire qu'on était dans le quartier latin, on avait beaucoup d'étudiants dans le coin qui apprenaient les langues. Et donc il leur proposait, moyennant une petite rémunération, de traduire des livres en anglais vers le français. Il faisait saisir ça sur des feuilles volantes en quelque sorte, avec des indications, page tant, telle photo. Et donc il les imprimait. Et il les offrait aux clients qui achetaient le livre. Il fait que les droits d'auteur étaient payés sur la vente du livre et donc il n'y avait plus de droits d'auteur à payer sur la traduction à proprement parler puisque la traduction était offerte et elle n'était offerte qu'avec l'achat du livre. En plus de ça, à l'époque, mon père a été éditeur entre 50 et 70. À cette époque-là, tout était fait quasi à la main. C'était extrêmement lourd, quoi. Donc, c'était les éditions Judo Internationales? Voilà, il était sur les éditions Judo Internationales. Mon père avait édité... Il a commencé l'édition en éditant des annuaires sur les clubs de judo. Il en a édité 2. Puis ensuite, il a édité la revue du Kodokan français, en français et en anglais, pendant très longtemps, puisque la première édition, je crois, ça date de 1950. Oui. Et la dernière édition doit dater de 72, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même pas mal d'années, 20 ans. Il a édité ensuite parallèlement plutôt, Budo Magazine, entre 66, je crois, et 73. Et en 73, il a cessé d'être éditeur et il a arrêté ses magazines et a arrêté de faire de nos livres. Pour en revenir au parcours de ton père, donc, il avait fait du judo, il avait été l'un des premiers ceintures noires, effectivement, il est dans la liste des 100 premiers. Il a été le pionnier du karaté en Europe, qu'il a importé en 54, je crois. Et ensuite, à partir de 1972-73, comme ça, effectivement, il a commencé à prendre du recul. Il ne s'occupait plus ni de la politique des arts martiaux, il avait toujours son club évidemment, mais il ne s'occupait plus d'organisation, de politique, il donnait juste des stages régulièrement. Il s'était rendu compte que la politique sportive allait lui apporter des problèmes. Il avait une façon un peu particulière d'imaginer la chose, c'est-à-dire qu'il considérait que les arts martiaux c'était son hobby, même s'il le faisait de manière très professionnelle, il considérait que c'était son hobby. À côté de ça, il lui fallait de l'argent pour vivre. Et donc l'argent pour vivre, il l'obtenait avec d'autres activités, comme par exemple la vente de kimonos ou la publicité, parce qu'il avait une agence de publicité à une époque, ou il a même eu une agence de détective, c'était rigolo quand j'étais tout petit. Il a été dans l'immobilier aussi. Il a fait pas mal d'affaires immobilières efficaces. C'est comme ça qu'il a gagné son argent. Les arts martiaux ont toujours été pour lui quelque chose d'assez onéreux qui lui a plutôt plombé son patrimoine qu'autre chose. Mais il a eu des très bonnes idées. Par exemple, il a été le premier, je crois, à imaginer de faire un centre omnisport, enfin omnibudo. Et donc il a ouvert son club en offrant une cotisation unique à tous les élèves, assez bon marché, et tous les élèves pouvaient venir autant qu'ils voulaient, faire autant d'arts martiaux qu'ils voulaient, et ça pendant 1 an. Et il n'offrait pas d'autres possibilités, c'est-à-dire que si on voulait rentrer dans son dojo, il fallait s'engager sur 1 an. Des tas de gens abandonnaient, les gens qui faisaient, en plus de ça, c'était les étudiants, donc ils arrivaient souvent au mois de septembre, ils se mangeaient les trois mois où on est
tout fougueux, et arrivé le mois de décembre, janvier, le club n'était pas chauffé, donc les gens arrivaient par 0, moins 5 degrés, ils devaient s'entraîner comme ça, pieds nus sur le parquet, ça fait quand même assez froid, et donc certains commençaient à lever le pied, beaucoup ne revenaient pas parce qu'ils passaient à autre chose, et ceux-là payaient les cotisations des autres en quelque sorte. Ouais, c'est un petit peu le système qu'on a aujourd'hui avec les associations, on paye la cotisation en début d'année, après qu'on vienne pas. Voilà. À la différence des associations sportives classiques, en général on s'inscrit à la gymnastique et on fait de la gymnastique. Si on va voir le prof d'haltérophilie en lui disant j'ai payé ma cotisation, je veux faire de l'haltérophilie, le responsable il dit bah ouais, mais il faut payer la cotisation d'haltérophilie. Là il avait inventé ce système où tu venais dans un club d'art martial, tu travaillais l'art martial et donc les différentes familles d'arts martiaux, mais tu t'engageais dans une voie en quelque sorte. Et en ça, c'était très efficace. C'était un club qui était très traditionnaliste. Et je crois qu'il proposait judo, karaté, aikido, et à un moment, il y a aussi eu donc kendo, évidemment, mais il y a aussi eu de la boxe française à un moment dans le club. La boxe française, ça a été un peu tardif. Ça ne vient pas de l'époque de mon père, ça vient de l'époque de mon époque et surtout celle de mon frère Pascal, qui lui dirigeait le club. Et donc, on avait un vendeur à Budo Store, un chinois, c'est même très rigolo, c'était un vendeur chinois. Et il était prof de boxe française. Et on lui a proposé de prendre un cours. Et donc, il a donné des cours de boxe française. Mais ça n'a jamais très bien marché. Ça a duré quelques années, je crois. D'ailleurs, en parlant de ton père et de judo, je sais pas si ton père, je sais qu'il a fait des compétitions, mais je ne sais pas s'il a eu des résultats en judo. Lui, il ne faisait pas de la compétition, parce que là, tu me parles d'une époque qui était 47, 55, ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc à cette époque-là, c'était le tout début des compétitions de judo. Il y avait un certain nombre de compétiteurs officiels qui faisaient les championnats. Mon père n'en faisait pas partie, ça. Lui, il avait fait des compétitions régionales, il avait surtout fait de la préparation des autres, quoi, donc du combat de clubs et de passage de d'âne et de choses comme ça. Oui, il faisait surtout des interclubs en fait. Oui, lui, c'était pas un grand compétiteur. Ouais, et puis à lire ses chroniques, on voit qu'il était attaché à l'aspect traditionnel des arts martiaux. Oui, il a toujours été attaché à ça et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu rentrer en politique parce que c'était pas son état d'esprit.